Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Pensée hors les murs est de retour. Et contrairement à ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je ne vais pas parler de Benjamin Constant ce soir. Dernière vidéo qui remonte déjà à assez longtemps. Je ne vais pas parler de Benjamin Constant, je vais parler de Platon et d'Aristote ce soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler pour les prochaines vidéos, puisque là j'ai décidé de repartir quand même un peu sur du concret et du solide. Donc il va y avoir deux parties. La première partie, ça va être un ensemble de textes que je vais lire, que j'ai écrits à différentes occasions, aussi bien des textes que j'ai écrits parce que j'avais juste envie de les écrire, comme celui de ce soir, qui concerne une comparaison entre Platon et Aristote, d'autres textes qui étaient des choses plus académiques, qui sont par exemple des conférences que j'ai données à droite à gauche, des exposés, choses comme ça. Ça va être, comme qui dirait, toutes les séries de vidéos qui vont arriver, les peut-être 8-9 prochaines vidéos, ça va être ça. Donc ça va être thématique, il va y avoir des thèmes différents, il va y avoir Platon et Aristote, Schopenhauer, Foucault, peut-être Ricoeur, Merleau-Ponty, 2 ou 3 vidéos sur Merleau-Ponty, puis d'autres choses peut-être que je vais penser au fur et à mesure. Après ça, après cette partie qui est pas vraiment, là, pour le coup, pensée hors les murs, là, puisque la plupart de ces textes ont été, ou des textes qui ont été faits, écrits en contexte académique, ou qui ont été exposés en contexte académique. Donc là, on va plutôt avoir affaire à une pensée intramuros. Mais après, la deuxième partie, donc les autres vidéos qui vont arriver derrière tout ça, ça va être, donc on va reprendre notre cours donc d'une pensée hors les murs, c'est-à-dire d'une pensée efficace et effective, une pensée active. Donc j'avais commencé à en parler avec les vidéos que j'avais fait sur la définition de la philosophie, notamment en commentant le texte de Deleuze, si mes souvenirs sont bons, parce que là ça commence à faire un peu vieux. Et donc c'est sûr que la deuxième phase va être un peu plus, peut-être un peu plus intéressante. La première étant pour moi comme une espèce de défouloir finalement, dans laquelle vous allez, j'espère, trouver quelques petites pistes intéressantes, quelques idées, et découvrir des choses dans la philosophie. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a deux moments qui s'en viennent. Le premier moment, c'est le moment pensée intramuros, c'est mes pensées intramuros à moi, les textes produits par moi. Et le deuxième moment, ben, c'est sûr que ça va passer par une phase qui va être assez critique, notamment une critique de la pensée et de la pratique académique, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on va essayer de critiquer ça n'importe comment, on va juste essayer de remettre les choses à leur place et de s'interroger sur ce que la pensée académique est capable de nous amener ou pas dans nos existences et dans l'hypothèse aussi où nous voulons conserver un monde et une terre qui nous appartiennent, puisqu'il ne faut pas oublier que ce débat est un débat de fond et qu'il est important pour nous, en tant que nous nous disons, que nous nous prétendions philosophes, il est important que nous alimentions ce débat, tout simplement pour que nos enfants aient un futur, aient un avenir. Donc il va falloir faire tout un espèce de tri que j'exposerai au fur et à mesure entre la pensée que j'appelle active et effective et la pensée académique et aussi d'autres types de pensée que j'appellerai d'une manière générale institutionnelle, dans laquelle s'inscrit bien entendu la pensée académique, donc pensée institutionnelle dont on va aussi tester la pertinence. Voilà, donc ça c'est pour la mise un peu en chantier de tout ça. On revient donc un peu sur, on reviendra donc dans ce deuxième moment sur des fondamentaux. Le premier moment étant en fait une série d'exposés consacrés à des auteurs la plupart du temps, parfois à des thèmes. Je ne sais pas si je vais rentrer précisément dans les préoccupations académiques, parce que je suis encore dans l'université, donc est-ce que je vais rentrer dans les problématiques qui touchent directement mes recherches, j'en sais rien. Mais enfin, on va bien s'amuser. Parce que nous, faut pas oublier, hein, penser hors les murs, c'est du sérieux, mais c'est aussi petite bière, hein, petite causerie, donc on va bien rigoler. Donc le premier texte que je vais vous lire, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années qui concerne en fait une comparaison ciblée entre la République de Platon et les politiques d'Aristote. Donc, je me lance.
Donc en fait, c'est un texte que j'avais intitulé Analyse comparative des livres 8 et 9 de la République, avec le livre 5 des politiques, deux points, le problème du changement et de ses causes dans la démocratie et la tyrannie. Donc en fait, il va s'agir tout simplement de comparer les analyses de Platon et d'Aristote concernant la tyrannie et la démocratie, afin de confronter leurs méthodes et leurs buts. Dans le cas de Platon, nous nous plaçons dans le cadre d'une enquête sur la justice, Dike, dont la définition va passer par le détour nécessaire de la fondation de la cité idéale et du parallèle, tenu et soutenu, entre l'âme et la cité. Donc là, je vous renvoie à la République, au livre 2, 368d, et pour ce texte, j'ai utilisé la traduction Leroux. Donc la République, comme vous le savez, est le lieu d'un certain idéalisme politique, idéalisme que viendra nettement tempérer le dernier ouvrage de Platon, ou peut-être son dernier ouvrage, puisqu'il y aurait un supplément aux lois qu'on appelle Epinomis, mais dont on n'est pas certain qu'il soit son dernier ouvrage, donc le dernier ouvrage qui s'appelle, comme vous le savez probablement aussi, Les lois. Concernant Aristote, les choses sont sensiblement différentes, quoique n'étant pas opposées, et nous nous trouvons devant un ouvrage aux teintes plus pragmatiques, voire prescriptives ou normatives. Donc là, je vous envoie par exemple aux politiques, les chapitres 8 et 9 du livre 5, sur la sauvegarde des constitutions, où Aristote s'adresse aux politiques qui doivent faire face à des situations concrètes. Donc là, le savoir politique doit se changer en savoir-faire. L'enquête du philosophe, du stagirite, est incluse avec les éthiques dans l'investigation générale sur les choses humaines, Anthropine Pragmata, et donc là je vous renvoie aussi aux remarques terminales de l'Éthique à Nicomaque, 1181b 15-21. Dans son traité, donc dans le traité d'Aristote, à la différence de Platon, dans les politiques, il utilise beaucoup de matériel empirique, de nombreuses observations, en particulier dans les livres 4-6, mais on trouve aussi une analyse de la cité idéale aux livres 7 et 8, analyse qui se rapproche parfois de celle proposée dans les lois. Concernant Platon, dans les livres 8 et 9, et se situant dans le cadre d'une enquête sur la justice entamée au livre 1, Platon reprend l'analyse qu'il avait laissée en suspens au livre 4, je cite, « Autant il existe de types de constitution politique, polythéion, autant il risque d'y avoir de types d'âme. » Fin de citation. Donc, République 4, 445c. Donc il s'agira d'aller du régime politique le plus juste, la royauté, et de l'âme qui lui est nécessairement associée, vers la constitution la plus injuste, la tyrannie et l'âme tyrannique. En ce qui concerne Aristote, le livre 5 des Politiques vient continuer le programme annoncé au chapitre 2 du livre 4, je cite, « Il faudra tenter d'exposer quels sont les modes de corruption, phtorai, et de sauvegarde, soteriae, des constitutions, tant ceux qui leur sont communs que ceux qui sont propres à chacune, et pour quelle cause cela arrive naturellement, ginestai pefuken. » Fin de citation, donc là c'est les Politiques, 4.2, 1289 B25, et là j'étais sur la traduction de Pellegrin, qui est une excellente traduction. Donc les constitutions, donc du point de vue d'Aristote, les constitutions en tant qu'elles existent dans la réalité, elles sont pensées comme des organismes, et sont soumises au devenir, et ce devenir, donc génésis, ce changement, métabolé. Donc on voit qu'on a deux concepts déjà là, dans le contexte du changement ou du devenir, c'est très différent et c'est très important. Donc ce devenir, ce changement doit être analysé pour permettre aux politiques de l'anticiper et même de le maîtriser. Donc pourquoi s'arrêter précisément sur la démocratie et la tyrannie? Tout d'abord pour des raisons historiques. Donc nos deux auteurs l'ont connu, certes avec de sévères, changements en ce qui concerne notamment Aristote. Puis là, je vous renvoie donc par exemple au livre de Mogens Hansen qui s'appelle La démocratie athénienne, ou au livre de Claude Mossé, Histoire d'une démocratie, Athènes. Là, il y a énormément de références et de littérature sur l'Athènes et ses institutions. Donc, la démocratie, c'est un régime très important dans la Grèce classique, et Platon et Aristote lui consacrent de très longues et importantes analyses qui, sur certains points, se recoupent et sur d'autres s'opposent. Donc, dans la République, l'analyse de la démocratie couvre les pages 555b à 565d, et du côté d'Aristote, les analyses dans les politiques sont au livre 4 et sont moins continues, donc on les trouve en 1304 B20, 1305 A35, et ensuite, le propos est mêlé aux remarques sur l'oligarchie.
Donc je vais commencer à m'intéresser au problème du changement dans les démocraties. Donc que représente la démocratie pour nos deux auteurs? Partons d'un texte bien connu du Politique, où Platon revient sur sa classification des constitutions, je cite, « Entre tous ceux des régimes qui observent la légalité, celui-là, donc la démocratie, est le pire, tandis qu'il est le meilleur sans exception de tous ceux qui n'observent pas la légalité. » Fin de citation. Donc c'est dans le politique, 303b, page 414, et là cette fois j'ai utilisé la traduction romaine. La démocratie est donc le pire régime dans le cadre de la justice et le meilleur dans le cas contraire. Platon était très méfiant à l'égard de cette idée, qui est de laisser le pouvoir à la multitude, car pour lui, et ce sera aussi le cas pour son disciple, l'exercice du pouvoir suppose un savoir préalable et un certain naturel apte à le recevoir. Donc, comme vous le savez, chez Platon, dans la République, la direction de l'État doit être assumée par les philosophes rois. Je vous renvoie au fameux livre 5, 473d. Par ailleurs, il n'existe pour Platon qu'un seul type de démocratie qui se situe entre l'oligarchie, dont elle est la déviation, et la tyrannie. Elle a donc un statut intermédiaire et non final. Donc là, je vous renvoie à République, livre 8, 545 AB. Pour Aristote, la démocratie est elle aussi une déviation, par ekbaseis, non pas de l'oligarchie, dont elle peut pourtant provenir, mais de la République. Pour la République, Aristote utilise un terme qu'on ne traduit pas, qui est politeia. Enfin, qu'on peut traduire par constitution, mais c'est compliqué. Pour Aristote, la démocratie est elle aussi une déviation, donc non pas de l'oligarchie, mais de la République, conçue comme un régime politique droit. Donc là, je vous renvoie au Politique, livre 4, chapitre 7, 1279 à 25, 1279 B10. Par ailleurs, à la différence de Platon, Aristote envisage la possibilité de différents types de démocratie en fonction des peuples et des périodes de l'histoire. Donc là, il faut remarquer que Platon, quoique ne parlant pas de différents types de démocratie, est parfaitement conscient de la présence d'autres formes de constitution que celles qu'il analyse. Donc là, je vous renvoie à la République 8.544d. Donc une autre convergence entre les deux auteurs doit être soulignée. Pour Aristote, en tant qu'il ne s'agit pas de sa forme ultime, la démocratie reste le meilleur des régimes déviés, je cite, de sorte que la tyrannie étant la pire, en second lieu vient l'oligarchie, la plus mesurée, métriotatène, étant la démocratie. Fin de citation. Donc la politique, les politiques, livre 4, 1289 B1. Les deux auteurs convergent aussi dans leur définition à un autre niveau. La démocratie est définie comme la constitution dans laquelle, je cite, on fait ce que l'on veut, fin de citation, c'est le régime de l'égalité absolue dans la liberté, et les charges sont tirées au sort. Donc c'est ce qui fait aussi la différence majeure entre la démocratie grecque et la démocratie contemporaine. Donc Platon parle de la démocratie en termes de foire, pantopolion. Je cite, c'est comme si on était entré dans un grand marché aux constitutions politiques. Fin de citation, donc là on est en République 8, 557d. C'est le régime de la pure multiplicité, où toutes les voix sont équivalentes et où le principe de spécification, si important aux yeux de Platon, notamment dans la République, est totalement absent. Le gouvernement démocratique est, je cite, anarchique et bigarré, anarchos kai poikile. Fin de citation. Donc ici, nous pouvons émettre l'hypothèse que la démocratie que décrit Platon de façon critique correspond en fait à ce qu'Aristote appelle, je cite, la démocratie ultime, finale au sens la dernière en qualité, décrite au chapitre 6 du livre 4 des Politiques, la démocratie, je cite, qui vient en dernier est teletheia tois chronois. Fin de citation. C'est dans les Politiques, livre 4, chapitre 6, 1292 B5. Donc passons maintenant aux causes du changement. Donc en physique, 5.1 ainsi que dans la métaphysique, donc là je vous renvoie à la page 1042a B, Aristote nous explique qu'il existe, comme vous le savez, plusieurs espèces du genre changement, à savoir le changement selon la substance, génération et corruption, selon la qualité, altération, selon la quantité, accroissement et diminution, et enfin selon le lieu, c'est-à-dire le mouvement local. La question est, dans notre cas, pouvons-nous associer à chaque espèce de changement un type de changement politique? Donc avant de passer au problème du changement politique chez Aristote, nous allons nous arrêter sur Platon et la façon dont il pense le devenir de la démocratie à partir de l'oligarchie.
Ce faisant, nous allons tenter d'appliquer la classification aristotélicienne au cas de Platon afin de déterminer quels facteurs interviennent dans ce processus. Donc pour Platon, l'avènement de la démocratie correspond à la chute de l'oligarchie, qui la précède logiquement et chronologiquement, et à la corruption de l'homme oligarchique. Cette déchéance continue en fait celle amorcée avec la corruption de la royauté en timocratie. Là, je vous fais une remarque. Donc la timocratie vient donc elle-même de la royauté. Et c'est l'inscription de ce régime politique dans le temps qui signe son arrêt de mort. En effet, l'erreur viendra tôt ou tard s'installer dans le calcul des unions et des générations à partir du nombre nuptial. C'est ainsi qu'adviendra d'abord la timocratie, remplaçant la sagesse par l'honneur à la tête de l'État, suivie de l'oligarchie. Avec l'entrée en scène de l'amour des richesses, nous passons dans le registre de l'hégémonie du désir, épithumien. Et sur la transition timocratie-oligarchie, je vous renvoie en République 8, 545D, 554B. Donc chez Platon, le passage à la démocratie s'opère par l'appauvrissement des citoyens. C'est comme chez Aristote le régime où les pauvres, poneroi, sont au pouvoir. L'oligarchie, en effet, laisse la possibilité à l'homme idoine de dilapider tous ses biens et de devenir par là même pauvre. Appauvrissement qui va amener le citoyen à comploter contre les riches et à tenter de s'emparer du pouvoir. À ce stade-ci apparaissent dans la cité les malfaiteurs, kakourgoi, et les mendiants, ptokoi. L'homme oligarchique était celui qui savait encore distinguer entre ses désirs et ne satisfaisait que ses désirs nécessaires, anankaios et pitumias. Mais surtout, il ne satisfait que les désirs compatibles avec son amour de l'argent et de la thésaurisation. L'homme démocratique, qui est donc le fils de l'homme oligarchique, et puis il faut noter aussi, là je fais une autre remarque, que paradoxalement, chez Platon, le changement de constitution donne l'apparence de s'opérer en une seule génération, ce qui est quand même un peu rapide. À chaque étape, le fils se refuse à assumer les valeurs de son père. Par exemple, l'homme oligarchique refuse de mener la vie soumise à l'honneur qui a ruiné son père, pourtant au service de l'État. Il se réfugie donc dans la richesse. Donc pour une critique de ce schéma, je vous renvoie au livre de Julia Hannas, Introduction à la République de Platon, aux pages 371 à 404. Donc l'homme démocratique ne fait plus cette distinction, c'est-à-dire cette distinction entre désir nécessaire et désir non nécessaire. Il se laisse indifféremment aller à tous les types de désirs. Il est comme tiraillé entre les désirs nécessaires et non nécessaires, il mène une vie incohérente. Il confie toujours, je cite, il confie toujours le commandement, arken, de son âme au plaisir qui surgit soudainement, comme s'il s'était soumis au destin. Fin de citation. Donc là, on est en République 8, 561D. Rendue à ce stade, la cité ne pourra que se transformer. Elle est prise dans le devenir et l'instabilité, et ce de façon nécessaire. À la différence de ce que proposera Aristote, chez Platon, la démocratie ne peut en fait jamais se stabiliser. Aristote analysera en effet les mesures que doit prendre le politique éclairé pour sauvegarder la démocratie au livre 5, chapitre 8. Par ailleurs, si nous tentons d'appliquer au passage de l'oligarchie à la démocratie le schéma aristotélicien proposé plus haut, donc la distinction des 4 types de changements aristotéliciens, nous obtenons ceci, je ne sais plus s'il y en a 4 ou il y en a 5, nous obtenons ceci, c'est tout d'abord un changement qualitatif qui provoque un changement quantitatif. Par exemple, le passage de l'homme parcimonieux en oligarchie à l'homme prodigue va lui-même entraîner une augmentation du nombre de pauvres. Ce changement quantitatif viendra lui-même modifier la forme du régime politique. Nous allons voir que chez Aristote, les choses sont plus nuancées. Donc à la différence de Platon, il faut tout de suite remarquer que pour Aristote, la démocratie n'est pas soumise qu'à un seul type de changement qui en ferait la prémisse nécessaire de la tyrannie et la conséquence logique de l'oligarchie. Aristote critiquera d'ailleurs ce schéma qu'il trouve trop simpliste et linéaire, notamment dans les politiques au livre 5, chapitre 12, 1315 B40, 1316 B25. Les causes de changement dans les constitutions sont multiples du point de vue du stagirite, générales et particulières, mais aussi propres à chaque régime considéré. Les 4 premiers chapitres du livre 5 sont la mise en place des distinctions conceptuelles importantes qu'Aristote va ensuite appliquer aux différents régimes politiques. Remarquons que le changement est tout de suite associé au concept de sédition, stasis, concept dont Platon ne semble pas faire usage, ou plutôt dont il fait un usage implicite, nous y reviendrons. L'utilisation de ce concept par Aristote démontre que le philosophe avait dans l'esprit de connecter ses analyses avec l'histoire, puisque la stasis est un état qui a assez souvent rythmé la vie des cités grecques. Une cause commune de sédition est le conflit entre différentes parties de la cité.
Aristote distingue trois sortes de sédition. Je cite. Car il faut saisir l'état d'esprit des séditieux et en vue de quoi ils agissent. Et aussi, troisièmement, quels sont les principes des troubles politiques et des dissensions entre citoyens. Fin de citation. Politique, 1302a 2024. Donc, les séditions peuvent être causées par différents types d'inégalités, réelles ou perçues comme telles. Il en existe différentes formes qu'Aristote distingue. La plus importante étant entre le vice et la vertu, ensuite vient l'inégalité entre les pauvres et les riches, et il existe aussi d'autres espèces de l'inégalité plus particulières. Notons que si dans son analyse Platon ne pense pas le changement en termes de stasis, il semble cependant en évoquer la possibilité lors du passage de l'oligarchie à la démocratie, et là je vous renvoie en République 8, 557a. Remarquons qu'ici Platon parle carrément de massacre, apoktainosie, des riches par les pauvres, et donc par définition de sédition. D'une façon générale, du point de vue d'Aristote, les changements peuvent s'opérer de deux façons qu'il distingue clairement. Le premier changement, qu'on va étudier tout de suite, se subdivise à son tour en deux. Donc petit a, dans un premier temps, on peut s'en prendre à la Constitution elle-même et nous passons à un autre régime. Donc là, on est en politique, livre 5, 1301, B7, 10. C'est la seule situation envisagée par Platon. Ici, nous avons affaire à un changement selon la qualité, aloiosis. L'exemple que prend Aristote nous fait déjà remarquer que les conditions de possibilité du changement, y compris concernant la démocratie, sont multiples en amont comme en aval. Petit b, nous pouvons aussi nous en prendre à ceux qui dirigent en les remplaçant, mais sans changer de régime politique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui change? Est-ce la matière? En toute rigueur, ce schéma pose problème, car dans le cadre de la pensée d'Aristote, un changement de matière doit causer un changement de forme. Aussi faudrait-il peut-être ici parler de renouvellement et non de changement au sens strict. Donc le deuxième grand type envisagé par Aristote, donc le type de changement, un autre sens très important, est celui qui évoque la capacité, la possibilité pour les constitutions d'aller vers le plus ou le moins dans leur propre forme. Donc ça c'est une évolution, un changement endogène à la Constitution. Les régimes politiques sont pour le stagirite susceptibles de varier en intensité de façon interne. Et ici non plus, la Constitution n'est pas changée, mais selon le sens de la tension, elle peut se diriger vers une sédition ou vers plus d'équilibre. Par exemple, les régimes de type démocratique peuvent aller vers plus ou moins de démocratie. Je cite, que ce soit pour tendre ou pour relâcher leurs fibres propres, et ina épitatocine et anétocine, fin de citation. Donc là, ça c'est en politique 5.1 1301 B18. Donc nous sommes ici dans le cadre d'un changement quantitatif, donc oxessis kai phthisis, accroissement et diminution, qui va avoir un effet sur la qualité de la Constitution, mais sans changer la forme, tout au moins de façon immédiate. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine souplesse de la Constitution. Aristote va évoquer ensuite toute une série de causes particulières, je cite, « Il y a aussi comme cause de sédition la démesure, la crainte, l'excès, le mépris, l'accroissement hors proportion, les intrigues, la négligence, les petits changements, l'absence d'homogénéité. » Fin de citation, politique 5.3, 1302, B1.5. Ces causes, quoique particulières, sont toutes importantes, mais deux semblent dignes d'un intérêt plus spécial, notamment le fait que, je cite, « des changements de constitution adviennent du fait de l'accroissement hors proportion, para ton analogon, d'une de leurs parties. » Fin de citation, politique 5, 1302, B33, 35. Cette idée est importante pour l'aspect naturaliste de la pensée d'Aristote, et l'exemple qui suit vient renforcer cette idée d'une analogie entre la cité et l'organisme. Mais on a des passages d'Aristote au tout début de la politique où il y a des analogies très fortes entre la cité et l'organisme. Si la cité est un organisme, il faut que ses parties soient bien proportionnées entre elles. Cette cause est aussi utile pour penser l'advenir ou le devenir de la démocratie, c'est-à-dire la façon dont, par exemple, on peut passer d'une oligarchie à une démocratie, ou d'une démocratie modérée à une démocratie extrême. Mais cet accroissement hors proportion peut être aussi appliqué à l'oligarchie. Le deuxième point important de ces causes particulières qu'Aristote expose en dernier est celui-ci, je cite, « Parfois, les cités connaissent des séditions du fait de leur situation géographique, tous topus, lorsque le territoire n'est pas naturellement approprié à l'existence d'une cité unique. » Fin de citation. Livre 5, chapitre 3, 1303, B5-10. Le problème du lieu géographique peut être considéré comme la marque certaine
d'un projet hautement réaliste de la part du philosophe. En effet, la situation géographique n'est pas un détail, comme en témoigne la série d'exemples qui suivent. Donc remarquons qu'Aristote analysera le cas de la situation géographique dans le livre 8 au chapitre 7 au chapitre 5. Platon est attentif à cet aspect, mais va moins dans le détail qu'Aristote. Il en parle quasiment pas dans la République, mais il y consacrera une analyse plus soutenue dans les lois. Donc concernant les démocraties, et à la différence de Platon, les possibilités de changement sont multiples. Une oligarchie peut se changer en démocratie via l'augmentation du petit peuple et des pauvres, donc de ce qu'on appelle les têtes, changement quantitatif qui cause une modification de la qualité. La République peut aussi se métamorphoser en démocratie, il en va de même pour l'aristocratie et la tyrannie. Remarquons qu'Aristote ne rentre pas systématiquement dans le détail de ces changements. Parallèlement, les façons pour la démocratie de devenir autre, de changer, sont multiples. Aristote définit certes la démocratie comme un régime politique dévié, mais néanmoins comme un régime politique assez stable, du moins dans sa forme modérée. Il ne faut pas oublier que la définition générale de la démocratie que donne Aristote dans les politiques, c'est de dire que la démocratie, c'est le régime dans lequel on gouverne et on est gouverné. On gouverne et on est gouverné à tour de rôle. Donc je reviens. Donc par exemple, la démocratie est plus stable que l'oligarchie, car les risques de sédition dans le deuxième régime sont doubles. Donc dans l'oligarchie, d'une part entre les riches et les pauvres, et d'autre part entre les riches entre eux. C'est ça, dans l'oligarchie, il peut y avoir deux types de sédition, les riches et les pauvres en combat, et les riches entre eux. Tandis qu'en démocratie, la tension se situe seulement entre les riches et les pauvres. Là, je vous renvoie à Politique 5.1, 1302a, 9.16. Cependant, la démocratie est soumise à un autre type de danger, danger dont on peut dire qu'il lui est propre, en particulier dans ses formes modernes, c'est-à-dire les nôtres. Ce sont les démagogues. Je cite, « Les démocraties changent principalement du fait de l'audace des démagogues. Tenton démagogon aselgeian. » Fin de citation. Politique 5, chapitre 5, 1304b20. Dans les démocraties, les démagogues sont des moteurs, des excitateurs, souvent des rhéteurs qui flattent le peuple et jouent avec ses passions. C'est ça, il y a un gros débat sur le rôle des orateurs dans la République d'Athènes, dans la démocratie athénienne. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. J'en parlerai un peu quand je parlerai de Démosthène, mais pas tout de suite. Donc, c'est par eux, par les démagogues, que vient le plus souvent le changement. Changement qui est en général lié à l'intérêt des démagogues eux-mêmes et non à celui du peuple. Donc, en montant le peuple contre les riches, les démagogues finissent par provoquer une sédition, et nous retrouverons d'ailleurs ce schéma chez Platon, bien qu'il n'utilise pas le terme de démagogue. Donc, les démagogues sont des flatteurs, ils veulent plaire, charizonta, au peuple afin de l'utiliser. Donc, Aristote établit une distinction importante entre démagogie ancienne et démagogie moderne. En effet, il n'était pas rare que dans le passé, les démagogues deviennent des tyrans s'ils cumulaient plusieurs charges, dont celle de stratège en vue de protéger le peuple. Ici, nous sommes assez proches de l'analyse que propose Platon lorsqu'il parle du passage entre la démocratie et la tyrannie. Le peuple, effrayé par les notables, mais flatté par le démagogue, se choisit un protecteur qui deviendra assez rapidement incontrôlable. C'est arrivé dans l'histoire d'Athènes, ça. C'est pareil, j'y reviendrai pas, mais c'est arrivé, vraiment. À l'époque d'Aristote, le devenir tyran des démagogues est freiné par le non-cumul des charges, lui-même lié à l'augmentation de la taille des cités, mais aussi par des mesures qui avaient été prises de manière constitutionnelle pour justement bloquer finalement l'efficience de la démagogie. Donc il y avait aussi quand même dans Athènes des moyens de contrôler la démagogie à un certain moment en tout cas. Voilà, donc là on finissait par l'augmentation de la taille des cités. Donc cette augmentation de taille permet aussi d'expliquer le passage progressif de la démocratie ancienne, qui supposait comme sens un minimum de biens, une petite propriété, à la forme récente, ultime, qui ne repose que sur la seule condition de la liberté. Donc là on a tout le passage entre la démocratie censitaire qu'avait introduit Solon, et puis la démocratie qu'a introduit Aristide à la suite de la bataille de Platée, qui est une démocratie où tous les citoyens pouvaient avoir des charges politiques. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose que j'essaierai d'expliquer peut-être une autre fois. C'est très important et ça demanderait beaucoup de commentaires. Mais disons que ce qui est important de retenir, c'est que la démocratie athénienne a évolué dans le temps. Elle n'a pas toujours eu la même forme. Mais je reviendrai aussi sur les classes, les différentes classes à un autre moment. Donc ce passage est aussi le passage d'un régime de soumission aux lois à un régime d'assujettissement des lois elles-mêmes
au bon vouloir, voire même au bon plaisir du peuple. Le passage, donc pour Aristote, le passage à une démocratie extrême, c'est la sortie de la loi. C'est quelque chose qu'il voit de manière assez négative. Donc, comme il le dit lui-même, on sort de la loi pour le bon plaisir du peuple, et là je cite, au point de rendre le peuple souverain même des lois. Fin de citation. Ça c'est en Politique, livre 5, chapitre 5, 1305 à 33. Donc ici le rapport avec Platon est quand même assez clair. Là je passe à la deuxième grande partie qui est le problème du changement dans les tyrannies. Donc on revient à Platon. Donc pour Platon, la tyrannie est la conséquence nécessaire de la démocratie. Donc je cite, « Il est dès lors vraisemblable que la tyrannie ne puisse prendre forme à partir d'aucune autre constitution politique que la démocratie. » Fin de citation. Là, je vous renvoie à la République, livre 8, 564a. L'analyse de ce régime, dont Platon a fait 2 fois personnellement les frais à Syracuse, est longue. Elle est équivalente en taille à celle des 3 premiers régimes déviés. Donc nous allons nous arrêter sur 3 points. Les causes de la métamorphose de la démocratie en tyrannie, la transformation de l'homme démocratique et le portrait du tyran. Enfin, nous nous interrogerons pourquoi Platon s'arrête-t-il à la tyrannie, pourquoi ne pense-t-il pas le devenir de cette constitution? Est-ce qu'elle a un devenir, la tyrannie? Alors, de la même façon qu'un amour de l'argent excessif et ses corollaires avaient entraîné la chute de l'oligarchie, l'excès de liberté, Agan et Leteria, va provoquer la chute de la démocratie. Donc, dans le cadre de la République, mais plus généralement dans le cadre de la pensée de Platon, nous avons une opposition assez nette entre excès et mesure, entre l'illimité et le limité, là, comme en témoignent par exemple, entre autres, les analyses du Timée et du Philèbe. Donc la liberté porte en elle-même les germes de la servitude à venir, et ce parce qu'elle est doublée d'une égalité généralisée à tous les niveaux de la société, et donc bien trop exagérée. Une égalité totale, je cite, voit par exemple quand le père prend l'habitude de se comporter comme s'il était semblable, homoion, à son enfant et se met à craindre phobeistai, ses fils. Fin de citation. 562e. Ici, nous avons affaire à un exemple de ce que nous pourrions appeler le schéma général du devenir des constitutions chez Platon. Je cite de nouveau. De fait, une action démesurée dans un sens a tendance à provoquer une transformation en sens contraire. Fin de citation. Et là, on est en 563e. Et cela est vrai à tous les niveaux, en particulier dans la philosophie morale de Platon, qui est déjà une discipline de la mesure. Et là, on voit qu'il y a aussi une influence très nette de Platon sur Aristote. L'explication platonicienne de l'advenir de la tyrannie va passer par la distinction entre 3 parties de la société. Les paresseux, les oisifs, que Platon appelle aussi les frelons, très nombreux en démocratie. Ensuite viennent ceux qui cherchent à s'enrichir, les notables. Et enfin, viennent les pauvres. Donc là, je vous renvoie en 564b, 565c. Une question qu'il faut se poser, mais que le texte ne permet pas en toute rigueur de trancher, les frelons représentent-ils les démagogues? Donc à notre sens, probablement. En fait, le schéma est assez simple, proche d'ailleurs de celui d'Aristote. Les frelons pressurent les riches en faveur des pauvres, et pour les séduire. Les riches, de leur côté, tentent de prendre des mesures oligarchiques pour protéger leurs biens. Ce faisant, ils deviennent les ennemis du peuple, qui se choisit un protecteur. Je cite, « Or le peuple n'a-t-il pas l'habitude de toujours choisir quelqu'un pour le placer à sa tête, de l'entretenir et lui donner toujours plus d'importance? Trefein, te kai oxein megan. » Fin de citation, donc là on est toujours au même endroit. Ce protecteur, bien que faisant semblant au début de jouer son rôle, va devenir le tyran, figure de l'injustice achevée chez Platon. Ce régime, qui est le pire, advient avec son cortège d'injustices et de purges diverses. Cette injustice totale, terminale, est le fruit d'un processus de déchéance entamé dès la sortie de l'optimalité. À la différence de l'oligarque et de l'homme démocratique, l'homme tyrannique est esclave de ses désirs, donc il est dans ce qu'on appelle l'acrasia, de ses désirs les plus bas et les plus sauvages. Je cite, donc Platon parle des désirs, ceux qui s'éveillent durant le sommeil, periton hypnon, fin de citation. Et là on est en 571c. Donc il s'agit en fait des désirs sexuels et contre nature. Platon parle ici de désirs déréglés par onomoi. Fin de citation. Incestueux, terrible, deinoi, etc. Le fils de l'homme démocratique abandonne tout ce qui chez son père restait de modération. Son âme se remplit d'une folie, mania, une folie notamment érotique, qui va le conduire à une vie de débauche, de vol et de larcin. Étant esclave de ses désirs, il est le plus malheureux, ponerotatos, des hommes.
ponerotatos, donc ça désigne le plus malheureux des hommes. Je cite, « Le véritable tyran est un véritable esclave, auto onti tyrannos to onti doulos », fin de citation, et là on est en 579c. Une question demeure toutefois, le portrait du tyran tyrannisé par ses désirs est-il réaliste? Il semble que Platon ait exagéré son propos afin de souligner ceci. Nul bénéfice ne peut être tiré de l'injustice. C'est une constante de la pensée de Platon et c'est une réponse à Thrasymachus et à Calliclès. Cela explique pourquoi, comme va le lui reprocher Aristote finalement, Platon s'arrête là et ne va pas plus loin dans son analyse de la déchéance des régimes politiques. Parce qu'il y a un aspect stratégique dans la pensée de Platon, notamment qui serait là pour le coup il a connecté avec certaines parties du Gorgias et avec le livre 1 de la République. Donc notre hypothèse est la suivante, l'enquête de Platon porte sur la justice et l'injustice qui est son corrélatif nécessaire, non pas sur la façon dont les choses se passent réellement. Ça c'est très important, c'est ce qui fait la différence majeure entre Platon et Aristote. Il y a quelque chose d'a priori dans la méthode de l'auteur ici, nous partons d'un état pensé comme optimal et nous observons entre guillemets, enfin nous expérimentons, c'est plutôt une expérience de pensée, nous expérimentons finalement ce qu'il advient si nous faisons varier certains facteurs de façon logique, dans les deux dimensions parallèles que sont l'âme et la cité. Et c'est là une différence fondamentale avec la démarche d'Aristote, démarche qui dans le livre 5 semble presque prescriptive, voire préventive, et c'est ce que va nous montrer son analyse de la tyrannie, à laquelle nous passons tout de suite. Donc pour Aristote, la tyrannie, qui est le pire des régimes, donc là on peut penser par exemple, je vous renvoie à l'Éthique à Nicomaque, livre 8, 1160b10, donc pour Aristote, la tyrannie, comme la royauté, est une déviation de la monarchie. Encore une fois, on est dans le registre de la déviation. Ici, 3 points vont nous intéresser. L'émergence de la tyrannie, les causes de sédition dans ce régime politique, et enfin, les mesures qu'Aristote envisage afin de préserver la tyrannie. Préserver la tyrannie. Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu. Donc le philosophe distingue pour la tyrannie 4 façons d'émerger. À partir du peuple via un démagogue qui s'empare du pouvoir, je cite, car la quasi-totalité des tyrans sont en quelque sorte issus, Gégonacine, des rangs des démagogues, fin de citation. Donc là, on est en politique 5, 1310, B15. Autre possibilité, à partir d'une royauté qui irait en se durcissant. Troisième possibilité, le tyran peut aussi émerger à partir d'un cumul de charges importantes par une seule personne, et ce, dans différents régimes. Donc là, on voit que la tyrannie ne vient pas seulement de la démocratie, contrairement à Platon. Enfin, la tyrannie peut émerger à partir de l'oligarchie. Là, je vous renvoie, même chapitre, même livre, même chapitre, 1310b20. Ici encore, nous sommes dans un schéma qui vient briser la linéarité du cadre platonicien. Le tyran peut émerger à partir de tous les régimes déviés. Or, une question se pose, ce type de régime peut-il émerger des constitutions droites ou y a-t-il nécessairement passage par un ou des régimes déviés? Le portrait du tyran que dresse Aristote est très proche de celui de Platon. Je cite, « Le but du tyran, c'est son plaisir. Édu, fin de citation, 1311 à 5. Son désir est insatiable, pléonectématon, il est l'homme de l'acrasie, de la jouissance exacerbée et permanente, exposée aux yeux de tous. La tyrannie cumule les vices de l'oligarchie et de la démocratie extrême. Le tyran est à la fois l'ennemi du peuple et des riches. C'est donc le régime de l'injustice, comme le notait déjà Platon, et c'est justement cette injustice qui va souvent signer la ruine de la tyrannie. Je cite, « Injustice, crainte, mépris font que beaucoup de sujets se révoltent contre les monarchies. » Là, il faut entendre monarchie au sens de tyrannie. 1311 à 25. Les causes des révoltes contre le tyran ou son régime sont multiples. Donc richesse excessive, souvent spoliée, honneur excessif injustifié, attribué aux flatteurs, colax, colaques, au pluriel, attaque personnelle, souvent liée au désir sexuel déréglé du tyran, etc., etc. La liste peut être allongée, crainte, mépris, voire même combinaison de ces différents facteurs entre eux, mais c'est aussi autant de facteurs qui font que nous nous demandons comment les tyrannies tiennent-elles. Donc, à côté des causes internes de dissolution et de sédition, dont les deux principales sont la haine et le mépris, induites par le comportement du tyran, il peut y avoir aussi des raisons externes. Des régimes politiques contraires et plus forts peuvent entrer en guerre avec la tyrannie. Remarquons que Platon envisage ce cas au livre 9,
lorsqu'il prend l'exemple du maître de maison avec sa famille, mis en parallèle avec le tyran, et de ses esclaves transportés dans un désert et entourés d'ennemis hostiles. Donc là, pour l'exemple, je vous renvoie en République 578E, 579B, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que vous devez sûrement déjà en avoir marre. Donc toutes ces descriptions, dans le détail desquelles nous n'entrerons pas, sont appuyées sur de très nombreux exemples historiques. Cependant, une question se pose, à laquelle Aristote va apporter une réponse très intéressante, une double réponse en fait. Comment un régime politique vicié peut-il tenir? Donc les réponses à cette question se trouvent dans un texte fondamental que nous ne citerons pas parce qu'il est trop long, mais le texte en question couvre les pages 1313A34, 1315B39, soit le chapitre 11 et le début du chapitre 12 du livre 5. Dans un premier temps, Aristote nous présente les mesures répressives qui peuvent être prises en faveur de la conservation des tyrannies. Ce sont des mesures qui tendent la tyrannie vers le pire, vers son point extrême. Car on peut faire l'hypothèse que l'auteur envisage aussi dans la tyrannie des degrés, comme par exemple dans la démocratie, ce que Platon ne faisait pas du tout. Quelques-unes de ces mesures sont par exemple faire en sorte que les citoyens soient mesquins et craintifs, qu'ils se méfient les uns des autres, qu'ils soient incapables d'entreprendre quoi que ce soit, interdire tout type d'association, etc., etc. Donc nous pouvons dire sans être ironique ou cynique que c'est, au vu des tyrannies passées et présentes, des mesures somme toute assez classiques, venant avec le fait d'interdire toute forme d'élitisme, de société savante, etc., etc. Donc ces mesures vont dans le sens où tend la tyrannie de façon naturelle, répression généralisée, suppression des libertés individuelles, etc. Le deuxième type de mesure envisagée par Aristote est beaucoup plus original et a fait croire à certains que le philosophe faisait montre ici d'un certain cynisme politique ou d'un machiavélisme avant l'heure. Donc là, il faut noter qu'Aristote a eu une influence majeure sur Machiavel, une influence qui a été d'ailleurs thématisée explicitement par le livre de Pocock qui s'appelle Le moment machiavélien et que je vous conseille de lire, qui est vraiment excellent. Donc Pocock, Le moment machiavélien. Donc ces mesures pourraient être qualifiées de positives. Leur principe général est le suivant. Le tyran doit donner l'apparence de la vertu et, je cite, rapprocher son pouvoir de la royauté. Topoiein oten, basilikoteran. Fin de citation. Et là, on est en politique 511, 1314 à 25. Donc là, on n'est quand même pas loin de Machiavel. Le tyran doit faire comme si, il doit faire semblant de se soucier de ses administrés, des dieux, de se soucier de sa réputation et de ne pas laisser éclater sa luxure au grand jour. Il doit justifier taxes et impôts et cacher son enrichissement personnel au lieu de l'exhiber. Mais attention, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de renverser les choses et de rendre le tyran juste. Car dans ce cas, nous sortirions de la tyrannie pour aller vers la monarchie. Ici, le but est seulement de donner une apparence crédible, affable, on pourrait dire, au tyran afin de pérenniser son pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que c'est le but d'Aristote non plus. Le tyran doit prendre les apparences de la tempérance et de la justice. Donc là, on est encore une fois très proche de Machiavel. Je vous renvoie au Prince, là, pour le coup. Il ne doit pas apparaître comme un chef, mais comme un père. Je cite, « Ainsi donnera-t-il l'impression d'administrer la cité comme un chef de famille et non comme un tyran. » Et là, on est en 1314 B5. Il doit masquer ses vices et ses perversions sexuelles. Le but est ici de tendre la tyrannie non vers sa forme extrême, comme dans le cadre des mesures répressives, mais vers la forme de la royauté. Et ce faisant, je cite, étant à moitié honnête, il ne sera pas mauvais, mais à moitié mauvais. Me poneron al hemiponeron. Fin de citation. Et là, on est en 1315 B10. Néanmoins, une question se pose, faire semblant d'être juste, est-ce équivalent au fait d'être à moitié juste? Probablement pas, ni pour Aristote, ni pour Platon, ni pour personne. Donc, en faisant entrer dans ce régime de tous les excès, négatifs un peu de mesure, nous arrivons non pas à un régime juste, bien entendu, mais à un régime dont Aristote pense qu'il peut être supportable. L'exemple que prend d'ailleurs Aristote au début du chapitre 12 du livre 5 va dans ce sens. Les tyrannies les plus durables étaient des tyrannies mesurées, où les tyrans gouvernaient avec mesure et, je cite, se faisaient esclaves des lois. Tois nomois eduleon. Fin de citation. 1315 B17. Donc, conclusion rapide. Donc, le texte que nous venons de lire est très étonnant, surtout si nous le comparons aux idées de Platon sur la tyrannie ou même aux nôtres. Alors que Platon fait de ce régime la réalisation de l'injustice ultime et achevée, Aristote nous montre ce qui est encore sauvable dans ce cadre-là. Donc, c'est très difficile de voir comment le prendre réellement. Est-ce que ça veut dire qu'Aristote avait en tête aussi des tyrans modérés, des tyrans comme par exemple le tyran de Macédoine avec lesquels il avait fricoté un petit peu, bon, etc. On ne sait pas. Donc cela nous laisse perplexes
seulement si nous ne nous plaçons pas du point de vue d'Aristote, qui est celui du savant, et surtout du naturaliste, qui doit envisager les choses dans leur totalité et leur complexité. Moi, c'est plutôt vers cette explication que je tendrai. Parce que l'explication biographique, non. Car il ne faudrait pas dire qu'Aristote ne donne pas de point de vue axiologique sur la tyrannie, il le fait en plusieurs endroits de son œuvre. La tyrannie est le pire des régimes, certes, mais même dans ce cas de figure, et n'en déplaise à Platon, il ne va pas aussi loin dans son analyse politique, il y a quelque chose qui peut être sauvegardé par le tyran. Il y a dans le pire des régimes, sous certaines conditions précises que nous avons appelées les mesures positives, quelque chose de supportable. Cependant, doit-on le supporter? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est toute la question de l'apathie politique et de la résistance à la répression et puis à la tyrannie. Résistance citoyenne. Donc l'analyse du livre 5, qui à notre sens devrait être plus étudiée, nous offre un exemple assez parlant de l'option théorique qui sous-tend toute la philosophie d'Aristote, la prise en compte du fait et de la connaissance du singulier dans le processus de constitution du savoir. La multiplication des exemples historiques nous indique d'une part qu'Aristote avait en sa possession une grande quantité de données empiriques cumulées par lui ou ses élèves, notamment les fameuses constitutions, dont il ne nous reste seulement malheureusement que la constitution d'Athènes, mais il y en avait au moins 150, voire plus que ça, et d'autre part que le philosophe avait un souci constant d'inscrire sa pensée dans la réalité et dans la praxis politique elle-même. Le livre 5 est en fin de compte un véritable manuel politique. Puis là je reviens, mais Machiavel a énormément utilisé ce livre 5, énormément. Avis aux Machiavéliens, attention. Attention. Reste le rapport souvent problématique à Platon, un rapport tissé de convergence et d'opposition. Afin d'éclaircir un peu les choses, il faudrait continuer d'analyser de façon comparative les deux corpus en leur totalité et dans le détail pour pouvoir élaborer un peu plus les réponses à ces questions. Qu'est-ce qu'Aristote hérite de Platon? Que rejette-t-il de lui? Peut-on dire qu'Aristote procède à une réorganisation de la pensée de son maître? Voilà, voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là que ça va aller, au moins pour les prochaines vidéos, c'est-à-dire on va être plus dans des choses académiques, des choses un peu le tout venant, un peu des textes sur Merleau-Ponty, sur Foucault, etc., etc. Donc je veux dire, c'est aussi pour poser un peu le décor, dans un sens très clair, c'est de dire, c'est pour vous faire partager ma passion aussi finalement, tout simplement. Donc c'est ça, le but de la manœuvre, c'est de dire, voilà, il y a des choses intéressantes, et puis j'espère que ça va intéresser, puis après une fois qu'on aura fait toute cette espèce de tour d'horizon qui sera complètement éclaté, hein, il y aura peut-être des petits liens à faire, mais on passera là vraiment à la critique, et puis à la pensée efficace et effective, mais là ce sera beaucoup plus tard, parce que j'ai beaucoup de choses à penser. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé, et puis bien entendu, je dédie cette petite vidéo à Jérôme, par définition. Voilà, ciao.